Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Quand on parle de performance marketing, c'est vrai qu'on revient souvent sur la stratégie, les outils, les campagnes, les tactiques, mais au final, la performance, elle est aussi très liée aux compétences et aux performances d'une équipe. Et donc justement, pour voir comment est-ce qu'on fait pour construire une équipe engagée et performante sur le long terme, accompagner la montée en compétences aussi des personnes qui la composent, je suis aujourd'hui avec Estelle Cadoret, qui est CMO chez SkillUp. Bonjour Estelle. Bonjour Axel, et merci pour ton invitation sur ce podcast. Écoute, avec plaisir. C'est vrai que bon, on en parlait un petit peu tous les 2 en préparant l'épisode, mais c'est un sujet dont on parle pas au final, la performance de l'équipe, on revient beaucoup sur la performance des canaux, la stratégie, les tactiques et tout, comme je le disais, et assez peu de cet aspect-là. Donc je suis ravi de pouvoir en parler avec toi. Avant qu'on rentre peut-être justement dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste te présenter en introduction, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Très rapidement, globalement, j'ai une expérience de CMO dans la HR Tech. Mmh? J'ai rejoint SkillUp très récemment, ça fait même pas 3 mois. Ouais? C'est une solution de gestion des talents. Et précédemment, j'étais CMO chez Simundia pendant 4 ans et demi, qui est une startup de coaching digital, une sorte OK. de Doctolib du coaching qu'on pluguait dans les boîtes et puis les collaborateurs pouvaient activer leur coaching à la demande. Et encore avant ça, j'étais dans le milieu du luxe où j'ai fait du marketing plutôt brand, expérience client. Voilà. Et peut-être que le fil rouge de mon expérience marketing, c'est plutôt tout ce qui touche autour de la stratégie grand compte. OK. Je me suis souvent retrouvée à des sujets comme ceci, même un peu dans le milieu du luxe où je travaillais sur les VIC, donc les clients très inaccessibles. Les grands comptes, finalement, c'est un peu ça. Et, Ouais. euh, et par exemple, chez Simundia, on était passé d'une stratégie où on touchait tous les segments à du grand compte. Et à la fin de mon expérience, on était sur un portefeuille client qui avait plus de 50% du CAC 40 dans ses logos. Donc c'était assez cool. Ouais, effectivement, et j'allais dire au final aussi, parcours pas mal dans les RH du coup, enfin, HR Tech tu l'as dit, c'est marrant, enfin du coup c'est un petit peu lié j'imagine à ton affinité pour ce sujet-là, Oui, mais absolument. ouais, forcément. Du coup, bah, on va le parler, aujourd'hui du coup, comme je le disais, de management, développement de son équipe, parce qu'effectivement, bah, la performance marketing globale, d'une stratégie ou d'un canal, elle est aussi liée à la performance des personnes qui la composent. Et puis, les jobs du marketing, ils sont aussi en constante évolution. On en parle enfin, tout le temps et encore plus dernièrement avec évidemment tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Du coup, avant qu'on rentre peut-être dans ton approche de l'accompagnement des talents et justement de cette montée en compétences, j'aimerais commencer par pourquoi est-ce que c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger selon toi? Pourquoi c'est important tout simplement? Ouais, bah, un peu comme tu disais dans ton introduction, c'est vrai que, enfin, on en parle beaucoup, par exemple, dans le milieu VC, mais ce qui fait le succès d'un projet business, c'est souvent l'équipe qu'il y a derrière. Et en fait, dans une équipe marketing, c'est pareil. Et le fait d'avoir été beaucoup sensibilisée à ces sujets dans le milieu de la HR tech, enfin, j'ai pu échanger avec pas mal de DRH, des neuroscientifiques, des coachs, tout un tas d'experts. Forcément, ça m'a donné envie de tester toutes ces bonnes pratiques aussi sur mon équipe. Et les raisons pour lesquelles je trouve que c'est super important, enfin j'en vois trois. Globalement déjà, et c'est vraiment ce qui me paraît le plus important, c'est que c'est un projet qui est porteur de sens. C'est-à-dire que développer ses collaborateurs, c'est vraiment quelque chose qui donne une énergie, qui donne la niaque, qui donne envie de se dépasser. Et ça, cette énergie-là, elle va être forcément au service de la performance. Et je l'ai vraiment vu sur mon équipe, en fait, ça, de se dire, tu vas pouvoir te développer cette année sur telle compétence. En fait, ça lève des barrières mentales, ça permet de faire des choses que la personne n'aurait peut-être jamais imaginé qu'elle serait capable de faire. Et ça, je trouve ça incroyable de voir ce genre de progression. Même moi, à titre de Ouais. manager, franchement, je pense que c'est ma plus grande satisfaction de voir mon équipe progresser comme ça. Comme je le disais, c'est directement au service de la performance. Ça, c'est le deuxième point pour lequel c'est important de développer son équipe. Pour des choses assez basiques, hein, c'est-à-dire que, enfin, j'apprends rien, mais quand on développe quelqu'un qui est growth marketing manager pour être plus performant sur son métier, forcément, ça va servir le business, ça va impacter les résultats positivement. Et dans l'autre sens, ça peut aussi permettre d'économiser des coûts. Par exemple, j'avais une brand designer dans mon équipe qui s'est formée à la production vidéo.
Ouais. Ça lui a pris peut-être 2-3 mois. On a mis peut-être 3-4 000 euros de budget de matériel et un petit peu de formation. Et en fait, ça nous a permis d'économiser 20 à 25 000 euros de production vidéo par an parce qu'on faisait plus appel à un prestat externe. Donc il y a des choses comme ça où ça vaut vraiment le coup de se dire comment est-ce qu'on peut internaliser telle compétence plutôt que d'aller en externe. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Heat, H-E-E-E-T, donc avec 3 E. Il faut avouer au marketing, l'attribution, c'est un sujet qui est à la fois prise de tête, parce que tout n'est pas facilement traquable et on a parfois du mal à attribuer d'où viennent les leads, mais essentiel parce que il faut être capable de justifier de l'efficacité des actions et des campagnes marketing. C'est justement là du coup intervient Hit, qui est en fait une solution de marketing intelligence made in France, qui va te permettre de mesurer l'impact réel du marketing sur le revenu. Pour ça, en fait, elle est disponible nativement dans ton écosystème Salesforce, HubSpot, et elle va s'intégrer à toutes les plateformes de pub pour te permettre justement d'optimiser le pilotage de tes campagnes d'acquisition de leads et savoir vraiment d'où viennent les leads justement et d'où vient ton revenu. Bref, si tu cherches à améliorer le pilotage de tes campagnes marketing, c'est la solution qu'il te faut, et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site heat.io, donc H-E-E-E-T.io. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Et le troisième aspect, c'est la rétention. Parce que un collaborateur qui est animé par un projet d'auto-apprentissage, de formation, en général, il est beaucoup plus intéressé pour rester dans une entreprise. Et je pense que c'est à la fois vrai quand c'est un contexte de croissance forte où il y a des perspectives d'évolution, et d'autant plus quand l'entreprise peut pas proposer beaucoup d'évolution ou d'augmentation salariale, c'est d'autant plus important de proposer autre chose, une expérience collaborateur qui a beaucoup plus de valeur. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote assez intéressante là-dessus. J'avais rencontré un neuroéconomiste de l'université de Zurich qui m'avait parlé des sujets de primes. Ouais. Et en fait, il avait fait une expérience où il avait testé 2 types de primes. La prime classique financière, donc l'augmentation de salaire, etc. Et l'autre type de prime qui était plus un cadeau, une attention personnalisée, enfin quelque chose qui avait été vraiment pensé individuellement pour chaque personne. Et ensuite, il a mesuré la productivité des 2 groupes, donc qui avaient du coup reçu chacun une prime différente. Et là, enfin voilà, on devine la suite, mais c'est le deuxième groupe qui a été 25% plus productif que le premier. Et donc, ce qui est super intéressant, c'est que ça montre que quand on se sent reconnu, valorisé dans son développement, dans son investissement dans l'entreprise, en fait, ça donne une motivation qui est bien supérieure à la simple augmentation de salaire ou la prime. Donc, je pense que c'est pour ça que même dans un contexte où la boîte a des perspectives d'évolution, c'est hyper important de travailler ces sujets. Ouais, ouais, parce qu'au final, c'est vrai que quand on parle comme ça de booster la performance, de fidéliser son équipe, on part naturellement sur les augmentations de salaire, ou tu l'as dit, des primes à la performance, ou des choses comme ça. Euh, déjà, enfin, et tu l'as dit aussi, il y a des contextes dans lesquels c'est possible, et il y a des contextes dans lesquels les enveloppes se font un peu plus rares, et donc c'est moins facile d'aller chercher, donner des augmentations ou donner des primes. Au final, ce que tu dis là, et cette expérience, elle le démontre, c'est qu'il y a d'autres leviers à aller chercher, du coup, pour motiver et engager son équipe. Absolument. Et qui sont plus puissants que Et en plus, qui sont l'aspect plus puissants. financier. Ouais, ouais. Et donc, oui, donc ces leviers, c'est bon là, dans l'expérience, tu as dit c'était des cadeaux personnalisés. T'as parlé de formation aussi, c'est ce type de choses-là que tu vas les mettre en place, quoi. Oui, du coup, moi, c'est surtout sur l'aspect développement des compétences et formation que j'ai mis mon énergie. En fait, je m'étais inspirée un peu des job ladders qu'on peut voir dans les grands groupes. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais grosso modo, t'es dans un grand groupe, tu démarres, je sais pas, junior de tel métier, après tu passes senior, après tu passes manager, après tu passes directeur. Enfin, il y a une Ouais, sorte de job d'échelle. ladder, donc avec différents niveaux hiérarchiques et à chaque fois des compétences qui sont attendues, un niveau salarial qui est raccroché, etc. Sauf que ça, dans une startup, c'est un peu compliqué parce que tu peux pas proposer énormément d'échelons comme ceci. Donc, avec mon équipe, ce qu'on avait testé, c'était de se dire, on va essayer peut-être une sorte de skill ladder, donc plus juste, on va s'arrêter au sujet compétences, où il y a déjà beaucoup de choses à faire.
Parce que si je peux pas proposer à telle personne de devenir manager, bah, par contre, je peux lui proposer de devenir encore plus forte sur son métier, de travailler, son employabilité, enfin ça, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et donc l'idée c'était assez simple en fait, c'était, une sorte de bilan de compétences, Ouais. qui fait un état des lieux de où le collaborateur en est, d'identifier la next step, qu'il y a en cible et de voir quelles sont les compétences qui manquent pour atteindre cet objectif. Donc c'est assez simple. Ouais, donc du coup, ça c'est au final, ce concept, bah, tu l'as dit, d'échelle de progression, c'est job ladder, enfin, là où effectivement c'est bon, le parcours, il peut être très clair dans une grosse boîte parce que tu as 12 000 échelons et donc tu as cette progression qui est naturelle. Toi, tu l'as construit autour de d'une échelle de compétences au final, à acquérir en fonction peut-être aussi des objectifs de chacun. Concrètement, comment est-ce que tu approches du coup cette montée en compétences, cet accompagnement de ton équipe? Ouais, bah, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je me souviens quand j'avais proposé ce projet, on m'avait dit, «Mais tu vas voir, ça va te prendre trop de temps, c'est colossal comme travail, tu pour chaque personne, il faut faire, du coup l'analyse et cetera». J'étais là: «Ah non, mais moi je fais rien». C'est, à chacun de se débrouiller, c'est leur vie en fait, c'est leur parcours pro, donc en fait, c'est hyper important de préciser que tout ça, ça a été fait en autonomie par chacun des collaborateurs. OK. Moi, je C'est leur, ça qui est super intéressant quand tu es manager, hein, c'est que du coup, c'est les autres qui travaillent, c'est le ah oui, c'est quand même l'objectif, après. Non, mais bon, enfin, on sait que voilà, le temps qu'on a est limité et puis en plus, je trouve que sur un sujet qui est aussi personnel que ça, en Mmh. fait, ça doit émaner du collaborateur et en plus, enfin, l'idée, c'est quand même d'insuffler une culture de la progression, de l'auto-formation, de cette niaque que j'évoquais tout à l'heure, d'être tout Ouais. le temps en recherche de progression, quoi. Non et puis tu as raison, c'est si que de toute façon, si la personne n'est pas investie pour le faire, ça ne mènera à rien, quoi, donc il faut quand même que les personnes soient impliquées. Mmh mh. Et d'ailleurs, bah, je trouve que c'est plutôt un mauvais signal, enfin, Oui, oui, oui. sur le collaborateur. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est déjà j'ai laissé chacun en autonomie et pour avancer là-dessus, moi j'ai juste proposé un framework qu'on a un peu co-construit avec l'équipe. Enfin, j'ai pas amené un truc rigide, l'idée c'était enfin comme j'avoue qu'au début je savais pas trop ce que ça donnerait, si c'était encore une expérimentation à la con si je peux me permettre, Ouais. parce que j'aime bien ça. Euh, voilà, donc c'était assez flexible, mais on a proposé trois grandes étapes. La première, c'était d'identifier le projet pro de chacun. Parce qu'en fait, ça peut paraître étonnant, mais la plupart, en fait, n'avaient pas de projet extrêmement précis ou de prochaine étape bien identifiée. Mmh mh. Et surtout les femmes. Donc, en gros, je les encourageais à commencer par se renseigner, vraiment d'aller sur le terrain, donc de faire des calls avec des pairs OK. ou avec des personnes dont le métier pouvait leur paraître inspirant, d'aller voir les offres sur Welcome to the Jungle. Donc, je sais que ça peut faire peur, on peut se dire ah mais du coup il va postuler ailleurs et tout. Bah en fait, enfin peut-être pas en fait, on va peut-être se réengager avec la boîte en se rendant compte qu'il y a tout ce qu'il faut pour grandir avec nous. Mmh. Heu, voilà, aller à des events, enfin vraiment aller sur le terrain et se confronter, à ce type de questionnement et donc moi, en tant que manager, c'était juste en one-one de les challenger un peu là-dessus, de les aider peut-être avec des mises en relation, enfin voilà, de les accompagner, mais c'était leur travail. Ah donc tu avais fixé des objectifs là-dessus où ils devaient aller parler avec des gens sur une période donnée et toi tu suis ça, quoi, en fait? Oui, effectivement, j'avais mis, un objectif trimestriel. Ils devaient faire, 2 calls avec des pairs, par trimestre et OK. ça, je le conserve. C'est un objectif que je recommande, vraiment. Ouais, j'aime bien, aussi ce que tu disais, tu vois, sur les offres d'emploi, parce que je me rappelle une discussion que je crois que c'était avec Patrice Barbezier, on avait dû en parler dans un épisode, où bref, lors d'un des webinaires qu'on fait tous les 2, où effectivement lui, c'est ce qu'il me disait aussi, qu'il encourageait dans son équipe à aller même des fois à rentrer dans les processus de recrutement. Parce que des fois, aussi, ben, tu as l'impression toi en interne, qu'en fait tu voudrais une augmente parce que tu penses que, tu es monté justement en compétence, en tout cas que ton profil il vaut mieux et puis que forcément ailleurs tu aurais plus, quoi. Et que des fois aussi, ben, ça permet aux personnes de se rendre compte que l'herbe est pas toujours plus verte ailleurs et puis que t'es pas si maltraité là où t'es, quoi. Enfin, en tout cas, de sonder un peu ce qui se passe sur le marché autour, quoi. Exactement. OK, très cool. Donc étape 1, état des lieux, et projection, dans le projet professionnel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est formuler sa next step, quoi. C'est quoi, tu veux être où dans un an? Tu vas avoir fait quoi? Ou peut-être dans 2 ans, enfin peu importe, l'horizon de temps. Mmh mh.
Ensuite, c'est assez classique pour le coup. Là, c'est vraiment construire son échelle de compétences. Donc, c'est comme faire son petit bilan de compétences, mais en autonomie. Donc, là aussi, le fait d'avoir été voir les offres sur Welcome to the Jungle, ça peut aider parce que souvent, c'est listé ces compétences, enfin, Hmm. ou ce qu'on demande comme expérience pour atteindre tel niveau. Donc, chacun construit son état des lieux comme ça et s'auto-évalue. Il se dit, du coup, aujourd'hui pour mon poste, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais pas faire. Enfin voilà, donc ça permet d'avoir un petit bilan. Et la dernière étape, Ah, c'est attends, juste avant du coup d'enchaîner sur la dernière étape, ça, toi, en tant que manager, du coup, tu vas aller objectiver aussi cette auto-évaluation, donner ton avis. Parce que tu vois, j'allais dire, quand on se projette des fois sur des projets professionnels, c'est bête, mais il y a peut-être que toi, tu as un œil sur ton équipe où tu pourrais te dire, ouais, ce parcours-là, il va être quand même difficile pour toi parce que là, tu te notes 5 étoiles, enfin, oui, tu te mets 5 sur 5, mais en fait, moi, je te trouve plutôt à 2, tu vois. Enfin, c'est dans un sens ou dans l'autre, parce que tu l'as dit, on sait que traditionnellement, enfin, les femmes ont tendance à se sous-évaluer aussi sur des performances et donc peut-être à pas être assez ambitieuses sur les projections qu'elles pourraient avoir en termes de carrière. Donc toi, ton rôle de manager, est-ce que tu interviens du coup dans cette auto-évaluation ou alors est-ce que tu as une deuxième échelle à côté où toi tu donnes ton avis? oui, oui, j'interviens et en fait, sur la partie évaluation, j'ai pas eu trop à challenger. Je trouve que enfin, en tout cas dans mon équipe, chacun avait je trouve une bonne connaissance de soi. Ok. En revanche, ce que j'ai challengé, c'était plutôt le niveau de détail dans les compétences qui étaient évoquées. Souvent, ça pouvait être assez générique. Et en fait, quand je détaillais, je disais oui, mais alors par exemple, tu dois organiser un événement, tu dois enfin savoir gérer tes prestataires, être capable de négocier ton budget, briefer les sales, etc. Et en fait, quand je listais tout, du coup, elle réalisait enfin, il ou elle réalisait qu'il y avait des compétences peut-être où ah bah ça j'y ai pas pensé, effectivement je suis pas très bon là-dessus. Ouais, Euh, oui, c'est pas juste organiser des événements, c'est que du coup, dans l'organisation d'un événement, tu as toutes les sous-tâches en fait qui arrivent dedans et on n'est pas forcément à l'aise partout. ouais, Ok. exactement. Typiquement Euh, négocier quoi. Ça c'est con, c'est un truc, oui, je me bah dis, justement négocier, truc que c'est j'ose jamais faire, mais ça marche pour les événements, ça marche pour les salaires, ça marche pour les budgets, ça marche partout. C'est vrai que le négocier c'est un art quoi. Enfin, c'est aussi une complètement, compétence quoi. Mm. complètement. Et puis souvent quand on est junior, on se dit bah non mais c'est un prix, donc je paye quoi. Et Ouais, ouais. celui-ci, typiquement on l'a travaillé. Ok. Et cette personne Très. avait bien progressé d'ailleurs. Je sais pas si elle se reconnaîtra, mais Et après, ils vont te retrouver, ils vont venir te négocier les augmentations, puis tu regretteras de les avoir formés. Ok, donc étape 2, construire son échelle de compétences. Pardon, t'allais embrayer sur l'étape 3 et puis je t'ai coupé. non, non, pas de souci. L'étape 3, en fait, c'est vraiment d'identifier du coup les compétences qu'on a envie de développer. Parce que parfois, il y a beaucoup de choses à développer, donc on va peut-être pas tout prendre. Ouais, C'est de se dire, sur l'année, je choisis deux, trois sujets. Ou peut-être ce trimestre, je choisis celui-ci. Et donc, voilà. Enfin, c'est vraiment d'identifier par quoi on commence, quoi. ok. Donc, le bilan de compétences et la projection dans le parcours professionnel, faire sa veille du coup pour créer cette échelle de compétences, s'auto-évaluer, euh, toi éventuellement double double vérification là-dessus, et après du coup prioriser au final les compétences les plus importantes et peut-être sur lesquelles on a le plus ou moins de travail en vue de là où on veut se projeter. Concrètement, une fois que tu as identifié ces parcours de carrière avec ton équipe, quelles actions, leviers tu mets en place, toi, pour les accompagner dans cette montée en compétences? Parce qu'au final, tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé d'auto-formation, tu as parlé de formation, tu as parlé d'échanges avec des pairs et tout. Comment est-ce que tu structures, du coup, et toi, en tant que manager, comment est-ce que tu accompagnes, justement, tu t'investis aussi dans cette montée en compétences de ton équipe? Ouais, et bien là, pareil, c'était une objection que je pouvais avoir, quand j'ai lancé le projet, c'était, «Mais attends, mais ils vont tous te demander une formation et on n'a pas de budget formation, donc ils vont être frustrés». Bah ouais, ouais. Et en fait, enfin, moi, j'avais pas du tout en tête, l'idée qu'ils feraient des formations au sens traditionnel du terme. Moi, je suis pas très fan des formations, très scolaires où, enfin, on est en groupe, il y a un prof qui Tu qui déroule. travaillais pas dans des HR Tech, toi, de coaching, non? Exactement, je suis plutôt du côté coaching, une autre approche. Ouais, j'ai quelques restes encore du pitch, Ouais. Simone.
Mais enfin voilà, donc moi, enfin du coup, j'avais une liste d'actions d'auto-formation, c'est plutôt de l'auto-formation pour moi, qui pouvait les aider à se développer. Donc déjà la première chose que je trouve la plus impactante, c'est la gestion de projet en interne. Mhm. C'est de se positionner sur un projet parce que en fait, enfin voilà, c'est très bateau ce que je vais dire, mais on apprend en faisant. Ouais, c'est clair. Donc typiquement, on parlait de la négociation tout à l'heure, et en fait, je sais pas, on peut se dire, bon, tel collaborateur sur ce quarter, moi je veux que tu réduises le budget event de 20%. Let's go, on fait comment? Allez, ouais. C'est de se mettre en fait dans l'action. Donc ça, après, bon, les cafés avec les pairs, je pense que c'est toujours important, surtout quand on démarre un nouveau projet et qu'on sait pas trop par où commencer. Ça permet de défricher. Et évidemment, j'en profite pour faire ta pub Ah non, mais les communes, vous allez le faire. c'est pas moi qui ai demandé, hein. Je fais pas de. Mais tu prêches un convaincu, ouais. Voilà, les Mm, cafés du mm. market, tout ça, les newsletters, les podcasts, les communautés. Donc ça, c'est top. Enfin, profite. Enfin, du coup, ça va de pair avec aller à des meet-up, des événements pour faire grossir son réseau et justement avoir à portée de main d'autres experts auxquels on peut faire appel. Je parlais des mises en situation. Autre chose aussi qui est sur un autre aspect, c'est pas tant de la compétence, mais plus de la connaissance secteur, on va dire. J'encourage beaucoup mes équipes à faire des calls clients, même si c'est pas dans leur scope en fait. Parce que souvent, enfin, ça m'arrive de rencontrer des personnes dans des équipes marketing ou même sales, enfin plutôt SDR, qui connaissent pas suffisamment le client final. Et donc, ça se voit en fait dans les textes, dans les ads, ça se voit que c'est toujours un peu en décalage. Et en fait, tant qu'on parle pas aux personas qu'on cible, ce sera toujours un peu à côté. Ouais, Oui, c'est bien si tu as quelqu'un qui peut relire, mais l'idéal, c'est qu'en fait, tu sois autonome et que ton message il soit tout de suite dans le mille. c'est Et clair. donc, pareil, aller sur le terrain finalement. Voilà. Et puis après, petite mention pour le coaching, évidemment, Simundia si possible. Le mentoring aussi, j'avais une fille de mon équipe qui voulait beaucoup progresser en automation, par exemple. Mhm. Et on n'avait pas cette compétence suffisamment développée en interne, donc c'était compliqué pour elle de, de monter en compétence là-dessus. Et en fait, elle s'est trouvée un mentor dans une autre startup qui a accepté enfin, voilà, de l'accompagner sans rétribution particulière, mais Ok. c'était aussi une approche qui pouvait être intéressante. Ah, ça existe ça, hein. C'est vrai que c'est des choses auxquelles on pense pas et en fait quand on ose demander de l'aide parce qu'on aime bien le travail de quelqu'un, des fois ça marche quoi. Mm. Complètement. Et moi, je trouve Mm. enfin, je suis souvent agréablement surprise en fait, quand on vient avec, enfin, je sais pas si je devrais le présenter comme ça, mais avec le côté un peu innocent, j'y connais rien et tout, toi tu sais, en fait c'est hyper flatteur pour la personne Bah en ouais. face. Et en général, enfin, à moins d'avoir quelqu'un de très fermé ou de très occupé, enfin, on a souvent des bonnes surprises, je trouve. Carrément. Mais tu vois, ça, moi, c'est un des. Je reviens souvent dessus, donc peut-être que ceux qui écoutent depuis longtemps le podcast m'auront déjà entendu dire ça, mais moi, c'est un des meilleurs conseils pro qu'on m'ait donné, tu vois. C'était un pote, enfin, aujourd'hui, c'est un pote, mais c'était à l'époque dans mon ancienne entreprise, c'est un collègue qui m'avait dit, effectivement, mais en fait, tente, au pire, on te dit non, tu vois. Et c'est vrai que du Exactement. coup, j'avais fini par prendre mon téléphone et puis appeler le responsable marketing d'une boîte dont on était client parce que j'avais vu qu'ils allaient sur un event où où on se projetait et puis je voulais son avis, quoi. Et du coup, j'ai trouvé son numéro de portable et puis je l'ai appelé comme ça, quoi, au culot. Et donc c'était Chris de Marle, qui était passé de chez Lucas à l'époque aussi, et donc encore un grand merci à lui. Et il avait pris 1 heure, on avait parlé pendant 1 heure, où il m'avait raconté du coup ce qui se passait à l'event, et puis il m'avait filé plein d'autres conseils. Et depuis, c'est ce qui avait enclenché chez moi cette mécanique d'aller demander des calls aux uns aux autres pour papoter un peu et échanger des retours d'expérience. Et au final, c'est ce qui est devenu le café du market, le podcast, la communauté, tout ça, ça vient de ces échanges-là, tu vois, où j'avais tiré vachement de valeur de tout ça, quoi. Et même et comme tu l'as dit, avec des prospects aussi, ça marche, quoi. Parce que moi, on travaillait sur des directions financières à l'époque, et puis bon, forcément, DAF, c'est pas mon métier, quoi. Mm, mm. Mais sur LinkedIn, ce genre de message, j'ai rien à vous vendre. Je travaille dans une boîte où effectivement j'ai besoin de comprendre un peu votre métier. Est-ce que vous accepteriez de me parler de votre métier par rapport à ce point-là, quoi? Et évidemment, bon, t'as des gens qui te disent non, quoi. Après tout, c'est pas très grave. Mais t'as des gens qui te disent oui, qui vont Ouais, prendre absolument. 15, 30, 45 minutes pour te parler de leur métier parce que t'as demandé gentiment et puis que t'as reconnu que tu savais pas que c'était leur expertise et les gens le font, quoi. Et en fait, c'est vrai que globalement, super agréablement surpris, quoi.
Ouais, mais complètement d'accord et enfin moi du coup j'adore faire ça. Maintenant je suis un peu une addict à ce genre de choses et je pense que c'est hyper précieux d'avoir ça dans une routine. Enfin ça devrait être comme se brosser les dents quoi. C'est Ouais. Chaque fois que tu te brosses les dents, tu parles à un client. Euh, voilà. voilà. Non mais ok, donc tu l'as dit, au final, pas mal d'auto-formation, donc ça va passer par donc de la gestion de projet en interne parce que ben, après tout, il y a rien de mieux que de faire pour apprendre. Des échanges avec des pairs, des mentors, du coaching, beaucoup de contenu parce qu'après tout, en fonction des sujets, il y a plein de choses qui existent quand même aujourd'hui sur lesquelles on peut trouver des choses. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels tu as des formations et c'est bien parce que t'as quand même des sujets. Bah, tu parlais de montage vidéo. Bon, bah, c'est sûr que là, j'imagine il y a des compétences très techniques et des trucs qui peuvent être très bien formatés. Après, c'est sûr que si on peut parler de Géo, parce que c'est le mot à la mode, bah, peut-être qu'il y a un peu moins de formation toute faite sur ces sujets-là. Donc, en fonction des thématiques aussi, peut-être que c'est pas les mêmes outils, quoi. Oui, oui, bien sûr, je laisse pas complètement de côté la formation. Je pense qu'elle a Mm. du sens quand on est vraiment très très novice sur un sujet pour ne serait-ce que maîtriser le bon vocabulaire, les bons mécanismes, les bons concepts. Donc c'est, enfin, je pense qu'il faut vraiment le voir comme quelque chose à la carte, à géométrie variable, et c'est vraiment en fonction des situations, quoi. Très cool. Et est-ce qu'il y a des choses que tu surveilles, vu qu'on parle d'engagement d'équipe aussi, est-ce qu'il y a des choses que tu surveilles en particulier, des indicateurs, des signaux faibles pour éviter justement un désengagement et le moment qui te fait dire, en fait, oui, peut-être qu'il faut que que je me réintéresse à mon équipe. C'est affreux, je sais pas du tout comme ça que je voulais le formuler, c'est à ça que j'arrive. Alors, mais bon, bref, voilà. J'ai compris. Bah, je pense que enfin, c'est peut-être une réponse un peu classique, mais bah, je pense déjà que ça se voit dans les résultats souvent. Si ça stagne ou que c'est en baisse, enfin, sauf si la personne fait part de difficultés particulières, c'est pas toujours que lié à, à une baisse d'engagement, évidemment. Euh, Parfois, moins de créativité ou d'expérimentation. Enfin, si c'est Hmm. une personnalité qui a tendance à vouloir faire plein de tests et puis d'un coup, bon, elle se tourne un peu les pouces, tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose à creuser. Peut-être quand enfin ça se voit aussi je trouve en réunion d'équipe dans les rituels d'équipe qu'on fait s'il y a moins d'énergie qu'on est moins volontaire pour contribuer à la vie d'équipe ou des choses comme ça. Ça c'est des choses que je regarde. Mhm. Bah, ou quelqu'un qui fait pas du tout évoluer son plan de développement, qui par rapport à cet exercice de plan de développement des Ouais. compétences, si je vois qu'il n'y a pas d'engouement pour ça, je trouve que bah, soit il faut qu'on revoie le plan, soit il y a peut-être un sujet d'engagement. Donc voilà, enfin c'est mes réponses un peu classiques peut-être, mais en tout cas je pense que ce qui est important c'est enfin moi je pose la question toutes les semaines, ça je tiens de mon ancien manager, pareil il se reconnaîtra, mais je demande toujours comment ça va, mais pas, enfin je veux pas une réponse ça va, je veux Ouais. vraiment savoir comment ça va. Ouais. Et l'idée c'est justement d'aller, de donner de l'espace pour ce genre d'échange où il y a peut-être des points de friction ou des non-dits ou des choses comme ça. Donc Oui, pas le ça va du bonjour ça va où tu t'attends. La personne en fait, faut qu'elle te dise oui parce que de toute façon si tu dis non, ça, tu vois, on pose tous la question un peu mécaniquement. Le jour où tu prends un non, tu dis ah bon bah tant pis. Tu vois. Non ouais, comment ça va mais pour de vrai quoi. exactement. Ok, très cool. Bah écoute, merci pour tout ça Estelle, c'était super intéressant. Ouais, c'était vraiment super intéressant. C'est un sujet qu'on n'a pas trop traité jusque-là, donc je suis très content d'avoir pu échanger là-dessus. Euh, pour terminer, c'est vrai que bon, on parle toujours des bonnes pratiques et des choses qui marchent, parce que voilà, c'est aussi l'essentiel des podcasts, partager pas mal de bonnes pratiques. J'aime bien toujours conclure aussi pour montrer que la vie des marketeurs c'est pas toujours tout rose. Donc du coup, c'est quoi un petit peu tes challenges du moment? Ouais, alors mes challenges du moment, j'ai un gros sujet de recrutement. C'est aussi pour ça que ce, ce podcast pardon, arrive à point nommé. J'ai 4 profils seniors en marketing à recruter, donc j'en profite pour faire la pub. Tout est sur Welcome. Ouais, Après, bah, pas mal de sujets de repositionnement pour booster la croissance. ok. Enfin, c'est comment dire, la boîte est vraiment dans une logique de croissance forte et il y a un vrai investissement qui est fait dans le marketing et donc il faut qu'on arrive à tout aligner pour que ça se fasse. Ok, Euh, ah oui, c'est ça, ok, d'accord. Ouais. Quand tu dis positionnement, c'est à ce niveau-là, ouais. mais c'est aussi en termes de segment de marché. Ok, Donc c'est développer des nouveaux leviers de croissance. Et après, quelque chose qui va être nouveau aussi pour nous cette année, c'est développer le product marketing.
Ouais, Pour le moment, ça existe dans les différentes équipes, mais il y a personne de pour, dédié, ouais. voilà, porter ce projet-là. Donc, bah, justement, c'est un des profils, qu'on recrute, c'est Product Marketing Manager. Très cool. Voilà. Écoute, ouais, j'aime bien ce sujet. On avait fait un épisode justement, enfin, c'était Mathieu Segui qui était intervenu dans la communauté là-dessus sur comment tu structures le product marketing quand t'as personne, à quel moment tu recrutes et quel profil tu recrutes, quoi. Justement, c'était un peu autour de ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est une fonction qui est capitale. Enfin, de toute façon, le spectre doit être couvert si t'as personne et puis au bout d'un moment, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un, quoi. Ouais, bah, là, c'est le bon Il moment. est temps. Très cool. Bah écoute, si tu voulais retenir une chose de ce qu'on s'est dit, un conseil ou voilà, un élément de tout ce qu'on a pu partager, ce serait quoi? Bah, je dirais que globalement, pour développer une équipe qui a vraiment la niaque, enfin, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est pas juste une affaire de budget, c'est vraiment une question d'état d'esprit, de culture. Et ça marche pas. Enfin, en fait, c'est vraiment responsabiliser chacun là-dessus. C'est pas plugger des trucs dans l'équipe, c'est vraiment à chacun de porter ça à son niveau. Et moi, je trouve qu'il y a souvent dans pas mal de boîtes trop d'attentisme sur ces questions, alors que, enfin voilà, on devrait vraiment chacun être responsable de ça. Et je pense qu'en tant que manager, bah, c'est justement notre rôle d'aider les collaborateurs à développer ça, cette attitude-là, cette curiosité permanente, cette envie d'apprendre, de s'auto-former. Je pense que c'est fondamental. Très cool. Eh ben écoute, merci encore une fois pour ton passage sur le podcast et puis ton retour d'expérience sur ce sujet-là, encore une fois, qu'on aborde peu, mais qui est au cœur de tout, parce que la performance de l'équipe, bah, c'est derrière ce qui se traduit dans la performance des différentes actions qui sont menées, donc c'était très cool. Si jamais il y a des petites questions pour toi, du coup, t'es sur, bah, sur LinkedIn, j'imagine on peut te trouver. Oui, oui, absolument. Et je répondrai avec plaisir. Super, bah écoute, merci pour tout, Estelle, et puis bah maintenant il me reste à te souhaiter une bonne journée. Et ben, merci à toi aussi pour cette invitation. C'était un très bon moment et bonne journée à toi aussi. Merci, salut. Salut!